Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme nous avons pris la petite habitude et que le temps s'y prête bien, nous allons faire un petit point météo de l'écosystème SAP, un marché français, hein, parce que la majorité des personnes sont autour de nous sont sur le marché français. Sauf si tu as aussi la tendance sur le marché européen, qui peut être aussi intéressant, hein, de savoir est-ce que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique ou UK fait mieux ou moins bien que nous en termes d'offres. Hmm. La météo, on va dire, c'est plutôt chaud sur les offres chez les clients finaux. Oui, il y a une vraie baisse. Alors, ça fait le yo-yo entre les différents mois. Ça fait plus 30%, moins 40%. Maintenant, c'est basé sur un indicateur qui est la publication d'annonces de clients finaux, en enlevant effectivement le premier, pas le premier tiers, mais tous ceux qui effectivement sont tout le temps publiés et sont persistants, et on calcule nos chiffres sur les nouveaux. Ceux qui apparaissent réapparaissent parfois quelques mois plus tard. Alors il y a une baisse. Est-ce que cette baisse, quand on l'analyse derrière, c'est pas une vraie baisse. Il y a toujours des recrutements, il y a du turnover. Il y a des personnes qui sont salariées en interne qui passent freelance, donc ça libère des postes et ça fait apparaître de nouvelles annonces. Maintenant, se baser dessus, c'est pas une bonne idée parce que le marché de cachet est de plus en plus important. Je le raconte effectivement à chaque live. Les recruteurs sont en avance de phase. On sait qui va partir et on va déjà recruter avant même que ce soit publié. Et puis surtout, certaines entreprises ne souhaitent plus publier d'annonces parce que elles veulent que ça reste discret. Elles veulent pas traiter des candidatures via LinkedIn ou via les annonces classiques. Et puis elles font appel à des chasseurs. Elles font appel effectivement aussi à des brokers de freelance. Elles font aussi appel à des ESN aussi pour justement temporairement staffer ce poste. Il n'y a pas vraiment de parti pris. On peut dire qu'il y a un tiers, c'est vraiment pour internaliser des compétences. C'est la création de postes. C'est pour remercier les freelances aussi, pour des raisons effectivement de projet ou de coûts. L'autre tiers, c'est effectivement, c'est des turnovers qu'il faut remplacer. Et le troisième tiers, il est invisible parce que finalement, soit c'est pas remplacé, soit la fonction, elle passe dans un centre de support, soit finalement, une autre personne a pris la responsabilité sur le poste ou ils ont bricolé quelque chose en interne. Donc ça donne ce chiffre effectivement de moins 30, 40%. On verra le mois prochain, ça peut augmenter. Mais en gros, il y a toujours un flux de recrutement. Maintenant, la nouveauté, c'est ça, c'est le marché. C'est que ces besoins, ils sont soit faits par toi, par ton entreprise, KPC, soit par un broker comme nous, soit par un CDI comme nous ou d'autres. Mais ça tourne. Il y a un peu un jeu de chaises musicales qui est constant et qui crée une vraie dynamique. Ouais. Ça, Bon, c'est pour la France. après, pour la France, on reste toujours sur la même problématique, hein, et je pense que ce soit KPC ou d'autres, par exemple, nous, on cherche 3 consultants FI, CO, Mm. quand même en plus sur S4, hein, pas forcément des profils qui ont fait, alors même s'ils ont fait 20 ans sur ECC, mais des profils qui tiennent la route pour aller à la fois faire un projet sur du cloud public ou sur du private ou sur du on-prem, Mm. et qui soit aussi sur la méthode Activate. C'est bête à dire, mais bon, c'est peut-être plus facile sur un FICO parce qu'il a plus une culture de faire du standard. Mm. Mais aujourd'hui, c'est voilà, quoi, même en faisant appel, que ce soit à toi ou à Mounia ou à d'autres avec qui on a l'habitude de travailler, c'est extrêmement compliqué de trouver des profils. Alors, je ne vais pas dire compétents parce que moi, je parle toujours d'avion de chasse. Moi, je me considère comme quelqu'un qui envoie du lourd et c'est normal pour un client par rapport à ce qu'on coûte. Aujourd'hui, non, moi, je vois plutôt des profils qui font déjà le travail. Il faut se déjà dire s'ils le font, c'est déjà bien. Mm. Non, les points de friction, ils sont simples pour le monde du conseil. Allez, 80% des consultants déjà ou des managers, ils sont bien dans leur boîte. Les conditions de travail, elles sont bonnes, les rémunérations, elles sont élevées. Euh, euh, Ça a changé. Je parle des intégrateurs SAP qui sont labellisés. La majorité chouchoute bien leurs collaborateurs et les gardent, que ce soit sur l'île de France ou en province. Il y a toujours des points de friction, des misbacks ou des comptes clients un peu compliqués, ou des fins de mission ou des attentes de rémunération plus élevées. Mais franchement, il n'y a pas 20% des consultants en interne, en cabinet conseil, qui sont à l'écoute du marché. Ils sont pas nombreux. Ce serait même plus ceux qui sont en interne, d'être plus à l'écoute du marché que ceux qui sont dans le conseil. Donc il reste une bande passante allez, 15 à 20% grand maximum, encore moins en province.
Ça veut dire peut-être une moyenne de 15, et sur ces 15%, voilà, pourquoi ils ont envie de partir, pourquoi ils ont envie de rejoindre une société comme la tienne ou autre derrière. Là, il y a ceux qui veulent s'extirper des phases de TMA, ça c'est vrai, pour passer conseil, mais c'est pas sur des projets, mais c'est pas si simple que ça. Il y a ceux qui veulent gagner plus, c'est vrai, effectivement, ça c'est une motivation qui est là. Il y a ceux qui veulent aller sur les clouds publics, effectivement. Maintenant, y aller, on va en discuter peut-être plus tard, et ben c'est pas si simple que ça, et c'est pas une paire de, c'est compliqué pour tout le monde, les internes, les intégrateurs, les cabinets conseils. Mais oui, il y a une frilosité effectivement à partir, mais il y en a quelques-uns. Alors effectivement, c'est la foire d'empoigne entre les recruteurs pour les trouver. Il y a de la concurrence entre nous, il y a de la concurrence entre les sociétés, peu importe la taille. Il y a des renforcements de centres nearshore, ce que j'appelle nearshore en France, province, quoi, ou province shore, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui effectivement sont en train de recruter du monde à des conditions de travail qui ne sont pas si mauvaises que ça, avec des loyers qui sont moins élevés, puis moins de contraintes que la région parisienne. Et le deuxième, c'est la mobilité sur les projets. Ça, c'est entre la promesse qui est donnée par les cabinets conseils en disant bah, vous ne bougerez que chez le client quand ce sera nécessaire, et puis l'arrêté des clients qui disent non, il faut venir sur les sites de production, il faut venir au siège. Et là, il y a quelques points de friction qui arrivent. Donc, il y a une adéquation plus, je dirais, logistique et mobilité que de compétences. De toute façon, on se rejoint de toute façon sur ces points-là tous les deux. Moi, je sais qu'au travers soit de l'association ou au travers de KPC, je dis de toute façon, l'avenir, ce sera sur le cloud. Donc, que ce soit du public ou du private, mais de toute façon, ça sera sur du cloud. Après, ça sera sur de vendre de la solution standard parce que de toute façon, tout le reste sera géré, je pense, par l'IA, que ce soit SAP Joule Studio 2.0. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des personnes chez SAP et j'ai participé à un colloque avec Ahmed Boutrik sur l'intelligence artificielle. Donc, au même titre que l'ère du train à charbon a disparu. Et donc, toutes les personnes qui mettaient le charbon dans le train vont disparaître de façon naturelle. Donc, la seule chose, c'est de se dire, on dit toujours, sur les 18 000 consultants que, à peu près en gros, que le marché français emploie, il faut arrêter de mentir aux gens qu'on aura en ISO 18 000 consultants qui vont continuer avec les intelligences artificielles. On a beau dire on va se transformer, mais c'est comme dire dans un service comptabilité avec une intelligence qui arrive et la dématérialisation, qu'il y aura toujours 5 personnes à la comptabilité. On va les réorienter vers d'autres métiers. C'est ce qui s'est passé. On prend l'exemple de mon frère qui est dans la banque. On dit mais maintenant, les métiers de la banque, on les transforme. Donc, la transformation, c'est que maintenant, il travaille sur un autre métier. Il y a des translations, on va dire, de postes. On a commencé à le voir, où la relation client, où la relation oui, avec le client est beaucoup plus importante qu'elle n'est auparavant. Et c'est là que sont les attentes. Autrement dit, dès que Ah, coupure de faisceau. Chaleur. Hop, je vais attendre un petit peu qu'Alex revienne. Alors, en attendant que Alex revienne, n'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, l'idée, les deux sujets qui sont récurrents en ce moment, c'est le nombre d'offres que Alexandre peut recueillir sur la partie, notamment le cloud public, avec la recherche de vrais profils qui connaissent la solution, avec... Hop là. Donc, avec des profils maintenant qui recherchent plus la vraie relation. Alors, pas toujours le même principe comme on a pu le voir dans la banque où on avait une notion de conseiller qui s'est diluée dans le temps avec plutôt un rôle de commercial. Un conseiller est là pour apporter un conseil orienté, dénué de toute relation, on va dire, purement commerciale.
le consultant, lui aussi, que ce soit sur du cloud public ou du cloud privé, doit revenir à l'essence même. Ah, ok. Non, je te disais, j'étais en train d'évoquer que je pense que l'attente des clients, je pense que ce soit sur le cloud public ou le cloud privé, c'est de revenir à l'essence même de notre métier, hein, c'est savoir Mhm. le conseil avisé, la prise de décision, qu'aujourd'hui, peut-être, l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Il n'aura jamais l'empathie ou la possibilité de pouvoir dire, voilà, c'est le meilleur choix par rapport à l'environnement de votre entreprise. Oui, et avant que ça coupe, c'est l'histoire sous quelle forme sont reçus les besoins. Soit on travaille dans une grosse machine, Accenture, Capgemini, enfin voilà, ou autres, qui effectivement ont processisé, et on se retrouve effectivement dans un cadre où les besoins sont analysés, vérifiés, contrôlés, et la personne délivre derrière. Ça, c'est une chose. Ces métiers-là, effectivement, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en amont, ils sont de mieux en mieux qualifiés et la réponse arrive plus tôt. Donc la valeur, elle dégrade. Et il y a des chances qu'effectivement, que ces postes-là, bah, ils partent soit au Maghreb, soit dans les pays de l'Est, soit ils retournent en Inde, soit ils vont aux Philippines directement, et les Philippines en particulier, qui ont un niveau de plus en plus élevé et qui commencent effectivement, j'entends de plus en plus, moi effectivement, là-dessus. Ils Ouais, bah, travaillent c'est pour ça qu'on a développé une agence. On a une agence aujourd'hui avec un pool de 200 consultants en Philippines. voilà. Non seulement ils délivrent H24, et en plus, les échos que j'ai, c'est que ça tourne, ça délivre derrière. Ah oui, Alors, c'est que des consultants seniors. Nous, en plus, la notion, on n'a pas de junior. C'est-à-dire que là-bas, c'est que des gens qui ont 15, 25 ans, disponibles H24, 7 jours sur 7. c'est C'est-à-dire ça. que Et ça, c'est la surprise que j'ai eue ces 3 dernières semaines, effectivement, en échangeant avec différents acteurs. Alors, effectivement, par rapport à la France, ce qui se passe, c'est que vont sortir du lot et vont avoir quoi de la valeur, et je te rejoins, ces personnes qui vont être face aux clients, soit en visio, soit en face à face dans les ateliers, et qui vont pouvoir, non pas répondre du tac au tac, mais qui vont avoir cette présence, et qui n'auront pas un filtre de qualification, de vérification ou autre. Ils seront sans filet en expliquant qu'effectivement, voilà ce qu'on peut faire, pas faire. Ils seront effectivement dopés à l'IA avec Joule ou d'autres effectivement pour travailler, mais c'est cette présence qui va être plus importante. Elle va un peu en contradiction avec le fait de travailler avec Teams, avec voilà ou autre derrière de manière asynchrone. Et on a nous effectivement des renforts de freelance qui sont côté client, côté public cloud, et ils sont 4 jours sur 5 sur les plateaux projets, au milieu effectivement des métiers, ils se déplacent ou autres, et c'est leur présence qui est presque aussi importante que leurs compétences derrière. Ça fait chuter l'attrition, ça fait une réactivité, ça crée du lien derrière, ça explique la complexité et la difficulté du cloud public derrière, où effectivement, il faut faire, comme tu dis, il faut faire du fit tout standard. Quand il y a des historiques, quand il y a des dettes, c'est pas simple du tout, et ça prend du temps. Et donc, tous les consultants, bah, ils absorbent cette tension, ils expliquent une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, ça passe. Ça, en mode ticketing, pas en mode ticketing, j'exagère un peu, ou autre, en mode fractionné ou autre là-dessus, ça ne peut que foirer à la fin. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses ou autre, mais c'est un peu cette notion-là. Donc, moi, ce que j'incite effectivement, ceux qui sont prêts à changer de poste, aller en interne au monde du conseil, allez, si vous avez cette possibilité familiale, personnelle ou autre là-dessus, allez sur les sites de production, allez là-dessus, et là, effectivement, il y aura toujours des besoins. Pas de souci. Un peu comme le conseiller bancaire qui a plus de temps, mais qu'on peut joindre plus facilement qu'auparavant, parce qu'il y a tout le back-office qui est IAisé derrière et qui effectivement travaille. Là, il y a des choses qui sont à voir. Après, effectivement, c'est l'appropriation de Joule, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comme ChatGPT ou OpenAI ou Gemini ou autre. Ça ne dit pas toujours des bonnes réponses, mais au moins, il faut travailler avec de plus en plus. Et avoir en tête, se dire, je change de poste, je vais là-dessus, il y a une contrainte, c'est ma disponibilité, mes disponibilités mentales, physiques et logistiques. Il faut qu'elles soient au rendez-vous derrière. Et franchement, on a des beaux postes là-dessus, ils sont bien payés, même plus que pour les autres, mais cette notion eh ben oui, là, il y a du jeudi au vendredi, il y a des ateliers du matin au soir, enfin, ou autre là-dessus, à la Défense, il ne faut pas rechigner pour y aller, malgré la chaleur, malgré les transports ou autre derrière. Si c'est pour dire, ah, mais peut-être au début, puis après, plus tard, et après, si le client me fait confiance, ça, on l'a entendu, je viendrai de moins en moins. Non, à 800, 900, parfois 1200 euros par jour, que ce soit un broker ou un prestataire ou autre là-dessus, le client il en veut pour son argent, pour ça. Donc je te rejoins effectivement sur cette partie cloud, mais elle a des contraintes qui sont associées. Alors, de toute façon, comment ça va se faire, de toute façon, ça va être progressif en fonction aussi de la maturité des clients à utiliser les outils que propose SAP. 2 gros qui vont être vraiment challengés et challengeants pour les consultants, c'est Joule for Consultant Mm.
qui sera une IA qui sera. Alors, Joule n'est pas que du Joule, hein, c'est du Joule qui travaille avec Mistral IA, avec du ChatGPT, avec du Gemini. Voilà, donc Joule va utiliser bien sûr les moteurs, mais aussi, ce qui a été aussi annoncé par SAP, c'est que SAP for Consultant, c'est aussi la base de tout ce qu'il y a dans SAP for Me. Donc en soi, la première chose que va demander le client demain, c'est déjà, bah, fais-moi, soit capable de me proposer mieux que ferait déjà SAP for Consultant. Donc déjà, ça, c'est une première marche qui fait de dire limite, attention, consultant junior, il y aura une recherche coût de la solution SAP for Consultant versus des consultants, surtout si on veut internaliser. Pour les entreprises, comme tu le dis, qui veulent de plus en plus internaliser, ils se disent, bah, je commence avec un SAP for Consultant pour la partie fonctionnelle, j'ai Joule Studio 2.0 pour toute la partie développement, mais pas que. Il faut savoir que Studio maintenant va être capable demain d'utiliser les outils pour faire du Signavio. Pour vous dire éventuellement, bah tiens, ce que tu me demandes en termes de code, bah, il existe les scope items suivants. Donc, ça sera un vrai moteur pour dire, je peux faire ça du fit to standard, je peux éventuellement faire de la BAP classique, je peux éventuellement te proposer des choses sur la BTP. Et donc ça, c'est veut dire aussi, c'est super aussi déstabilisant pour dire pour les abappeurs, limite, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai ces deux outils que SAP va pousser comme des malades. Et toi, enfin plutôt nous, on va se retrouver dans cette situation-là où le client, lui, bah, va utiliser ces outils-là, il va y trouver son compte ou pas, et il va donc se dire maintenant, après, est-ce que je fais appel à un consultant freelance? Est-ce que je fais appel à un intégrateur pour uniquement la partie où je n'ai pas les réponses? Voire éventuellement, il va challenger soit le freelance, soit le SN pour dire, bon, bah, mon projet, j'ai tout internalisé. Par contre, là, c'est un sujet super délicat. Bah, je vais faire appel à du freelance ou à un intégrateur. Ouais, ça va être la géométrie variable. Au mois de décembre, nous, on a un client, un DSI, on savait qu'effectivement, il y avait un développeur ABAP Fiori qui partait. On a dit, bah, on en cherche à nouveau. Il m'a répondu non, j'ai pris une licence Claude. Et je l'ai refilé effectivement à des consultants PP, ils se débrouillent avec pour le moment. On est au mois de juin, et le poste est toujours pas restaffé derrière. Alors je pose la question, comment ça se passe? Bah, il me fait, la moitié du temps, on se débrouille avec, ça donne des trucs qui nous suffisent pour le moment. Quand on ne sait pas, bon, bah, on envoie un ticket chez Pas à Pas, quoi, et puis effectivement, il travaille dessus. Mais entre 200 $ et puis plus des tickets d'un centre de support, quoi, il me fait, ça me coûte moins cher que les 140 000 € d'un développeur ABAP confirmé chargé à l'année, et ça passe. Donc ça, effectivement, ça, c'était pas des solutions, je dirais, brandées SAP, hein, c'est du bricolage qui est à côté, mais Claude, effectivement, fait du taf hein, sur la partie code. Et pour débugger, ça marche. Ils regardent, ils se disent, bah oui, c'est ça, il passe cette transaction avec, ils corrigent des trucs, ils n'ont pas besoin d'avoir un développeur à demeure pour ça. Alors évidemment, ils ont perdu les interfaces, ils ont perdu plein de trucs qui sont à côté. Mais cette disruption, elle arrive. Elle arrive, et je pense que les deux outils que tu abordes, les premiers utilisateurs, ça va être les clients, ils vont jouer avec, ils vont tester, ils vont voir ce que ça donne, ils vont se dire, ah bah, si ça fait le taf une fois sur deux, bah, c'est déjà pas mal pour ça. Si ça évite des tickets de support tout pourris, qui n'ont pas beaucoup de valeur ou autres, et au lieu que ça fasse le tour du monde pour un simple transaction ou une mauvaise formation ou autre dessus, et ben Joule pour user, bah oui, il va faire le boulot hein, là-dessus. Maintenant, ça arrive. Nous, recruteurs, on utilise des IA, c'est de plus en plus efficace, la productivité. Toi aussi, je pense, là-dessus. Cette tendance, elle est irréversible. Maintenant, la question, c'est ça. Est-ce que ça va être des freelances qui vont tirer leur épingle du jeu parce que leur expertise et leur mobilité font la différence, et que ce sera des intégrateurs? Oui, je pense, parce qu'il y a des contrats cadres avec les intégrateurs qui sécurisent les clients, et ça va rester. C'est un peu raide. Enfin, il y a un peu de tension sur le marché là-dessus, puisqu'il y a des gros appels d'offres qui sont en cours. Après, je tends une perche effectivement sur le cloud public, où là, ça a l'air des projets vraiment casse-gueule pour tous les intégrateurs, parce qu'à pricer, c'est difficile, alors qu'il y a un marché qui est là. Et d'autant plus que des grands comptes se posent la question de passer de CC6 version 50% du spécifique à cloud public direct. Aujourd'hui, on le sait. C'est un produit qui est vraiment dans. Alors, c'est pas rigide, hein, en gros, vous revenez à ce qui était même aussi le CC à la base, hein, les building blocks, c'était la même chose. Donc, maintenant, on l'appelle ça scope item, mais c'est de revenir au standard. Après, c'est un système qui était ouvert, donc c'était plus facile de faire du Z, mais en soi, si on refait de la conduite du changement à une entreprise, va y voir son compte, se dire, mais voilà, est-ce qu'on était vraiment obligé de faire tout ça sur du spécifique?
Et c'est de se dire, bah, tu as ton cœur standard, tu as la BTP qui est disponible, et ça va te challenger parce que la BTP, on va dire, oui, mais bon, là, maintenant, je vais voir le vrai coût que ça représente de faire du spécifique. Mm. Parce qu'on va fonctionner déjà que sur du forfait. Donc, c'est toujours ça aussi. Tu l'as dit, c'est vraiment casse-gueule. Le cloud public, c'est majorité de la PME. Oui, il y a quelques grands groupes qui passent éventuellement sur du cloud public, mais ce n'est pas la majorité. Donc, ce n'est pas des budgets où on Non, va avoir 10, 20, 50 millions sur le cloud public. non. Donc, c'est un calcul savant entre le coût des licences, l'équipe projet qu'on va mobiliser, qui est petite, parce qu'on va être sur, allez, maximum, allez, peut-être des fois 10 consultants sur des très gros projets, mais souvent, on va être, allez, la moyenne, nous, c'est, allez, 5 consultants. Mm. Très peu de juniors, on en met un. La majorité, ça va être plutôt des consultants qui vont être super efficaces sur les ateliers. Donc, il faut être en mesure de bien connaître la solution parce que si tu dis, bah ouais, on faisait ça dans le CC. Alors, l'apport positif, c'est quand on va être sur des clients qui sont déjà sur un système ECC. On va avoir cette capacité à leur dire, tiens, vous faisiez ça sur la CJ20N, je vous montre maintenant ce qu'on peut faire dans EPPM. Vous faisiez ça avec la ME21N, bah tiens, je vous montre. Et donc ça, ils ont des repères, donc c'est super, super positif, et leur montrer ce qu'on peut faire dans le cloud public. Après, tu as dit, l'exercice est plus compliqué lorsque on veut utiliser de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est bien lorsqu'on est sur du monotâche. Je t'explique mon flux de sous-traitance. Mais si tu commences à lui dire, voilà, tout le flux que voudrait attendre le client, c'est là qu'il peut éventuellement commettre des petites erreurs sur la sélection des scope items. Parce qu'il va peut-être se mélanger entre du private cloud et des public cloud. Donc, sur ces petits écarts-là, bah, ça nécessite quand même des personnes qui ont une bonne maîtrise, encore une fois, méthode Activate, qui vont être capables de dire bah, on fait le projet en 6 mois, bah, on ne va pas le faire en 9 parce que sur du cloud public, 3 mois, c'est juste énorme et ça va manger la marge qui est déjà faible. Et donc, voilà, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu as des gens qui sont frileux à y aller sur du cloud public parce que, on l'a dit, c'est de se dire est-ce que j'ai des consultants qui savent faire du cloud public? On l'a déjà évoqué. On ne prend pas un consultant ECC pour dire hey, tu vas me faire mon projet sur le cloud public. On va dire mais j'ai jamais fait du CBC. Ah, je ne peux pas faire de Z. Ah ben non, tu ne peux pas faire de Z. Ah, mais moi, je connais le SPRO par cœur. Ah, mais il n'y a pas le SPRO. Ah, mais voilà, donc tout de suite, ça ne peut pas passer dans un client. Non, ça passe pas. C'est la capacité à challenger pendant les ateliers. Et aujourd'hui, tous nos clients nous disent, mais ils connaissent la méthode Activate, déjà pour les bases, parce qu'eux l'ont appris, enfin la méthode. Et moi, quand j'interviewe des candidats là-dessus, quand on parle de cloud, private, on-premise ou cloud public, il n'y a qu'un tiers qui le maîtrise. Qui le maîtrise, qui l'a pratiqué du début jusqu'à pas la fin, mais au moins la moitié du chemin. Et cette méthodologie-là, elle est perturbante aussi par rapport pour travailler. C'est pas la même histoire. D'autant plus, comme tu dis, c'est des PME ou des ETI, c'est direct avec le CFO en face, direct avec le responsable du contrôle de gestion. Faut pas les balader, ceux-là. Hein. Ils connaissent leur métier, certains connaissent SAP, certains le connaissent moins derrière. Et puis il n'y a pas que ça, c'est qu'ils nous le disent, hein, on utilise l'IA aussi. Quand des directeurs de projet ou de programme font des réponses à appel d'offres ou sont du côté client pour accueillir les réponses à appel d'offres, la première chose qu'ils font, ça passe dans ChatGPT, OpenAI ou Copilot ou autre derrière pour débunker les erreurs ou les loups ou autre qui est derrière. C'est super efficace sur les contrats juridiques. Tous ceux qui effectivement avaient mis des trappes à avenant ou à évolution ou autre derrière, elles sont débunkées tout de suite et ça donne des incohérences par la suite. Non, c'est pas ça va devenir un peu challengeant, ça va réguler, je pense effectivement, ça va faire un peu l'arbitre de juge de paix entre deux parties. Mais par contre, c'est ceux qui, je dis, on en a pas mal hein, qui sont en mission sur les projets cloud publics, ils s'éclatent parce qu'effectivement, ils sont à côté, à proximité des bureaux, ils se déplacent, ils peuvent faire des propositions. Alors, il n'y a aucun junior, hein. Ils sont tous entre 8 et 25 ans d'expérience pour ça. Ils connaissent la solution. Pas tous le code public, ça c'est vrai. Certains, par contre, sur les flux logistiques dans les entrepôts ou autres, ils le découvrent en avançant, mais ils peuvent proposer faire des préconisations, vraiment, pour ça, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et de toute manière, ils n'ont pas le choix parce que derrière, c'est du standard. Alors, il peut y avoir quelques écueils, enfin, quelques dérogations sur certaines choses, mais ils trouvent ça super intéressant à faire parce que, enfin, et ça revient peut-être aux consultants qui ont 20, 30 ans d'expérience, la posture de conseil, elle est vraiment là pour ça. Le back-office technique, ça se déroule derrière. C'est pas même l'intégrateur il le fait avec des petites mains s'il faut. Donc ça pousse un permis du conseil vers le conseil, limite orga. Strat on n'y est pas encore, mais c'est vrai, c'est très engageant et la satisfaction elle est au rendez-vous.
Bah, après, c'est aussi, ça change de notre métier. C'est-à-dire que demain, avec le cloud public, la notion de TMA, je pense, va disparaître parce que à partir du moment où on délivre une solution standard, c'est comme quand tu as ton système d'exploitation sur ton ordinateur, tu as des mises à jour en automatique. Mm. Et quand tu as vraiment besoin de se dire, je veux monter en compétence sur en gros, ton Windows, là, tu vas demander une formation. Bah, le cloud public, il faut l'imaginer de la même façon. C'est-à-dire que demain, on va faire cette conduite du changement, on va délivrer, on va avoir des clients qui vont nécessairement internaliser cette solution-là parce qu'on est sur de la PME. Donc la PME ne va pas dire, moi, je ne suis pas habitué à avoir une ESN avec des tickets, tout ça. Non, ça va être, on le gère chez nous. Et au besoin, comme on le fait chez KPC, on propose une sorte de contingence. On te dit, bah voilà, 50 heures, et tu appelles quand tu as besoin. Et on consomme dessus. Et souvent, quand ils appellent, c'est sur des sujets pointus. Bah, tiens, on voudrait activer le scope item sur le Kanban. Ah, bah, tiens, on voudrait activer, on voudrait passer maintenant sur une solution warehouse management sur notre cloud public. Ça va être vraiment sur ces sujets-là. Et encore une fois, le profil junior, ce n'est pas forcément celui-ci parce que on veut que ça aille vite. Donc, on connaît le CBC, on crée vite fait la structure organisationnelle, on active un scope item. Ça, pof, ça s'est fait. C'est relativement simple. Après, c'est vraiment dans le client qui va te poser les questions. Et tu l'as dit, il va avoir fait le travail en premier de se dire, bah voilà, est-ce que ça prend combien de temps de mettre en place ça? Il va avoir une réponse plus ou moins intéressante selon la version de ChatGPT, Gemini, ce qu'il veut. Et après, lui, il va juste avoir besoin du delivery. C'est-à-dire que la personne qui va parler avec le contrôleur de gestion, avec le DAF, avec le responsable de prod, qui va te parler métier. Et donc, il faut connaître son métier. Et donc, je pense que c'est super. Enfin, c'est plus intéressant. Pour moi, j'interviens encore sur des comptes ECC. Quand il faut faire du refinement sur des programmes, je me pose plus la question. Je dis déjà, quand j'arrive sur un programme, je ne les connais pas tous par cœur. Et je ne vais pas faire comme il y a 20 ans. Je ne vais pas me pastiller les 5000 lignes de code. Je vais envoyer ça dans l'intelligence. Je vais bien sûr l'anonymiser. Bon, après, du code ABAP, hormis le nom de l'entreprise dans le code, et encore, personne ne le met. Il n'y a pas de confidentiel, il n'y a rien de mieux que l'intelligence pour faire ça. Il va me décrypter le code. Bon, après, j'ai des connaissances, plus que des compétences, je suis ABAPeur aussi. Mais honnêtement, je ne viendrai même plus à l'idée aujourd'hui de faire un programme en ABAP. Voilà, c'est l'intelligence. Je corrige avec elle. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, et aussi, c'est super important aussi que vous, ESN, de faire des vrais investissements. Formez vos consultants. C'est parce que moi, je me suis auto-formé, mais ça, c'est parce que j'aime ce que je fais. Mais vous en avez plein, quand ils sont en intercontrat, la première chose que vous devriez faire, c'est les mettre sur du cloud public. Ça me semble tellement évident, mais pourquoi je me retrouve avec des gens? Alors, c'est très bien, dans mon association, je ne citerai pas les ESN, des personnes qui sont d'autres ESN qui viennent se former au cloud public. Non, il faut y aller. Il faut y aller et on peut aborder le sujet de la data management, du MDM, du MDG, la data gouvernance. Ce sujet-là, il y a des parts de marché qui sont à prendre côté consultant et actuellement, on a des consultants fonctionnels logistiques qui de toute manière, vu que les données, elles ne savent pas où ils sont ou sous quel format, vont commencer par 3-4 mois de data management pour ça. Cette casquette-là, moi, je n'étais pas toujours fan des consultants multimodules, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser parfaitement ou autre. Finalement, le MDM, je pense que c'est une belle carte à jouer. Et en fonction des phases projet, ils peuvent commencer par ça et après empiler sur leur expertise fonctionnelle derrière. Mais au moins, déjà, ils ont les données de base, et donc c'est les données qu'ils vont traiter derrière. Et l'enjeu sur le cloud public, effectivement, c'est la data. Donc, quand il y a des problématiques de gouvernance, de data management, qu'on utilise la solution MDG ou une autre qui est derrière, le maîtriser, c'est un vrai plus. Et ça, j'ai découvert ces 3 derniers mois. Tu vois, typiquement, sur un sujet typique sur le MDG, alors pour l'un de nos clients, le client, lui, souhaite l'internaliser, le MDG. Donc après, c'est comme toute chose, je dis, moi, pas de souci. Donc, j'ai envoyé les 2000 pages de PDF. Déjà, donc, tu as beau mettre dans l'intelligence artificielle, tes 2000 pages, il va te faire un résumé, mais ça ne va pas faire de toi. Mais on le fait, comme je l'ai cité précédemment, c'est qu'il me dit, Michael, OK, on a fait le MDG, on veut internaliser, et donc maintenant, est-ce que tu peux nous former par itération sur les choses? Et ça, je le vois de plus en plus, l'internalisation par des ressources en interne pour être sûr de maîtriser ces sujets hyper sensibles.
Mm. Ouais. Et pas être en dépendance d'un cabinet, d'être plutôt en dépendance de l'expertise. Ça, oui, ça, parce qu'ils se disent on ne pourra jamais avoir en interne des gens qui font 5 projets en MDG. Par contre, on aura des ressources qui seront capables de poser les bonnes questions et que ça aille plus vite. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus sur la PME. Sur les grandes entreprises, on a encore le réflexe de dire bon, bah, j'ai un gros centre de compétences, mais je pense que les choses vont changer. Ça change et il y a des consultants fonctionnels qui passent BPO. Qui maîtrisent effectivement la partie data, qui abandonnent le paramétrage ou autre, qui vont sur les sites de production, ou dans les bureaux financiers ou comptables ou marketing ou autres derrière, et qui, avec leur background SAP, font l'interface effectivement entre les métiers et l'intégrateur, et sont garants du périmètre derrière. Alors c'est une sorte de mini responsable de domaine, on peut appeler ça comme ça, ou autre dessus. Nous, on a recyclé, effectivement, enfin, on a positionné là-dessus. Finalement, ça leur plaît plutôt bien pour ça. Mais je répète, c'est la même chose. Ils sont en contact avec les métiers, ils ont leur expertise, ils savent préconiser ce qu'il faut faire, et ça se passe plutôt bien. De toute manière, le cœur, c'est soit la finance, soit la supply chain, soit la vente, soit production qualité ou BI au sens large. Mais il, c'est comme s'il décollait, il s'affranchissait de la solution techniquement derrière. Je ne parle pas en spécifique, mais ils prennent de la hauteur dessus. Et les clients, ils sont prêts à payer pour ça. Là-dessus. Les rémunérations sont plutôt élevées. Hein. Il n'y a pas, ça chipote pas. Hein. Entre un BPO et un consultant fonctionnel, je dirais à compétence équivalente, le BPO paye mieux. Alors, on va répondre à Gérald. Alors, cette crainte, elle est justifiée aussi parce que c'est aussi les clients qui le demandent. Ce n'est pas juste l'ESN qui décide que sur un projet en public cloud, on n'a pas besoin de ressources juniors. On a tous besoin de transférer les compétences. Mais marge faible, on doit délivrer rapidement. Alors, se former, c'est très bien. Hein. Alors, dire maîtriser les scope items, bah, oui, enfin, il y en a quand même 200. Si tu te formes que dessus pendant un an, on va te dire oui, mais le client, il va dire ouais, mais par rapport à d'autres clients que vous avez déjà implémentés, quand tu dois discuter sur un contrôleur de gestion, est-ce que tu as déjà fait des études en contrôle de gestion? Est-ce que tu as déjà fait un projet avant? Et encore une fois, on ne remet pas en cause les compétences sur maîtriser les best practices, la méthode activée, Signavio, tout ça. Mais c'est comme enchaîner sur plein de diplômes, on te dira, et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis sorti de la fac, oui, mais tu n'as jamais mis en pratique. Hein. Le client, il veut juste être rassuré sur le fait que la solution, il est sûr qu'elle fonctionne. Ça, c'est jamais le problème. Ils le disent, la mettre en œuvre correctement par rapport au métier. Et le métier, si tu n'as jamais été sur un site de production et te dire, je connais par cœur les stop items sur la production dans PP, bien ouais, c'est bien garçon. Et oui, tu as pris le code de la route, mais est-ce que tu sais conduire? Non, ça c'est un enjeu et il faut le démontrer en entretien, non seulement pour gagner la confiance effectivement de l'interlocuteur. Après, il faut délivrer derrière. Et là actuellement, Michael, c'est 0 ou 1. Nous, on a des freelances qui effectivement ont passé 11 minutes d'entretien et ils étaient pris. Pas plus, pas besoin, ou autres, ils ont délivré. D'autres, effectivement, c'était plus long, pareil pour les CDI, hein, ou autres. Bon, là, c'est un peu l'exception. Mais soit le futur employeur ou le futur acheteur est rassuré, soit il l'est pas. Et dans la tension économique qu'il y a aujourd'hui, les TJM, les forfaits ou autres sont des budgets élevés. Hein. C'est parfois, comme tu dis, plusieurs millions qui sont en jeu. Il y a un crantage de peut-être au moins 2 crans qui ont été mis ces 6 derniers mois à des personnes qui sont tout de suite opérationnelles. Avant, je disais 70%, ça passe de compétences par rapport aux prérequis. Maintenant, c'est 80-90. Et puis, il faut percuter vite en entretien pour ça. Donc, les problèmes de mémoire, ou autres, je me souviens plus, je vais demander, je vais chercher. Ça passe plus, ça, aujourd'hui. Alors, les freelances, effectivement, seniors, ils se débrouillent très bien là-dessus. Des consultants seniors aussi. Pour les juniors ou autres, c'est plus difficile. Comme tu dis, c'est pas si simple. Moi, je suis consulté dessus. Je transmets, je recommande, je dis d'aller à droite, à gauche, à certains endroits pour tenter leur chance, de bouger certains critères ou autres derrière. Mais il faut aller accrocher ces 18 premiers mois, ces 24 premiers mois de mission quelque part. Et on le redit à chaque live. Il faut aller là où il y a des besoins. Et les besoins, aujourd'hui, ils sont en province.
Mm. Je vais continuer encore par rapport à Gérald pour te dire que avec Alexandre, on cherche juste à avoir un discours de vérité et de se dire, encore une fois, on n'est pas contre les juniors. Non. Je suis passé par cette case-là, mais même principe. Je te donne les derniers, les 4 appels d'offres sur lesquels j'ai participé récemment sur le cloud public. La question, c'est déjà, on n'envoie jamais un junior sur une avant-vente ou pendant Mm. une soutenance. Les clients souvent se posent la question là, c'est bien vous qui allez intervenir sur la solution, hein. Mm. Déjà, Ouais. donc à chaque fois, dans 100% des cas, Mm. c'était la même question. Vous nous présentez, C'est qui le directeur de projet que je peux appeler et qui va ouais, répondre? voilà. Et quels sont les consultants qui vont être sur le projet? Parce qu'eux, ils se disent, ah, ok, vous avez les bonnes réponses. Ok, là, vous êtes au tac, vous répondez. Donc nous, sur le projet, on veut la même chose. Donc, c'est assez rare qu'on envoie en gros un junior sur une avant-vente et au même principe. Oui, le junior peut venir compléter, mais encore une fois, le cloud public, on utilise les outils d'intelligence artificielle pour faire les dossiers de conception. On doit aller vite, c'est-à-dire par rapport à avant où dans le SPRO, on avait beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas le cas. Dans le CBC, il y a très peu de points de paramétrage. La structure organisationnelle, elle va super vite. Ce qui prend le plus de temps, c'est encore une fois, c'est les ateliers. Donc, le décalage qu'il peut y avoir entre, oui, la connaissance sur le papier ou la même d'avoir pratiqué dans un environnement, ce n'est pas la même chose que d'aller sur un site de production ou dans un entrepôt, discuter avec les magasiniers et de faire le lien tout de suite avec le scope, mais pas un seul scope, peut-être plusieurs scopes, de prendre en compte les problématiques de RFC, tout ça. Enfin, c'est pour ça qu'on ne pousse pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet pour les juniors. Peut-être que c'est plus simple de commencer sur de la TMA, sur de l'AMS. Mm. Moi, j'aimerais bien, hein, encore une fois, prendre plus de juniors sur des projets cloud public. Mais dans ce cas-là, pareil, le temps, la marge, Mm. et pour le même prix, je peux avoir des Philippins qui ont 15 ans d'expérience. Ouais. Non, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des centres de support qui sont en province, Morlaix, Nantes, Rennes, Toulouse. En région parisienne, il y en a aussi. Il faut tenter leur chance. Les POI sont une bonne approche aussi pour entrer. L'alternance aussi l'est. On voit des Big Four ou autres qui commencent effectivement à réinternaliser, enfin, à embaucher du monde parce ils savent qu'ils vont avoir du besoin. Et puis il y a des départs à retraite aussi, hein. Et moi, quand je réactualise nos bases de données, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent bah, je suis retraité. Donc ça a libéré effectivement des postes. Et la tendance, ça va être un flux, un reflux, je pense. Si on regarde ce que font Anthropic, OpenAI et Mistral en termes de recrutement et la typologie des consultants qui recrutent, parce qu'ils ont des consultants. Ils fournissent effectivement la puissance de calcul, mais ils fournissent aussi du conseil. Les trois le font, plus pour Mistral et OpenAI que Anthropic, qui est parti effectivement sur une trajectoire de code et de délivrer à tout le monde cette possibilité. Les deux premiers que j'ai cités, et il faut attendre encore Microsoft qui était peut-être en embuscade derrière, vont envoyer des consultants. Ils appellent ça des engineer forward consultants. Ils sont mobiles, ils ont la puissance de calcul dans leur sac à dos, on va dire, ou autre là-dessus. Ils se posent face aux clients et après ils délivrent. Ils délivrent quelque chose. Alors, eux, c'est effectivement, parfois c'est des feuilles blanches, soit pour améliorer, soit pour inventer quelque chose. Bon, aujourd'hui, on sait que parfois ça réinvente l'eau chaude, mais au moins la méthodologie et l'apprentissage, il est là, et puis on est encore au début de l'histoire. Et pour les consultants SAP, ça va être la même chose. Pour les juniors aussi. Alors, je dis pas qu'il faut aller faire vos classes là-dessus, mais on sait qu'à Berlin, Mistral et SAP sont très très proches et qu'il y a des postes qui sont ouverts. Alors, parler allemand, ça c'est une chose, mais il va y avoir des consultants IA, Mistral et SAP qui vont arriver un jour ou l'autre. Peut-être le discours qui peut être rassurant aussi pour un junior, comme on parle beaucoup aussi d'internaliser. Des fois, notamment sur les PME où en gros les utilisateurs font un peu tout, ils se retrouvent un peu sous pression. Enfin, comment dire, c'est-à-dire être la délégation, de se dire je passe 50% de mon temps sur le projet, 50% sur mon métier, c'est extrêmement compliqué. Et donc des fois, on peut faire appel à des ressources, on va dire, plus juniors pour aller dérouler les tests. Parce que on fera jamais, il n'y aura jamais une intelligence, il y a les batteries qui fait automatiquement créer des commandes clients, tout ça. Non, ça, ils ont besoin aussi de personnes qui vont dérouler, tester et donner derrière un tampon. Et ça, c'est plus facile peut-être de donner à quelqu'un qui va
dire voilà, tu vas créer de la donnée de base, tu vas dérouler des flux. Et typiquement, ça, c'est plus quelque chose. Mais encore une fois, ça doit venir du client qui va nous dire non, moi en interne, je n'aurai pas les ressources suffisantes quand vous allez délivrer et mettre à disposition l'environnement pour qu'on fasse les tests. Là, il y a des opportunités. Ouais, je Mais confirme. ça sera en interne. Euh, Oui, oui. C'est vrai que après, ça dépend un phase projet ou autre. Il y a des demandes de consultants pas trop chers pour tester. Je ne sais pas si c'est TGM ou autre, mais des personnes qui ont 2-3 ans d'expérience et qui vont arriver dans les phases de test et puis pendant 3 mois vont faire que ça. À un TGM qui est moins élevé ou autre. Les clients finaux le font, des ESN aussi le sous-traitent. Ça parce qu'elles se disent, bon, bah, envoyer un consultant qui me coûte, enfin, équivalent 900 ou 1000 euros par jour, c'est un peu cher pour faire des Ah batteries de oui. test d'un test ou autre dessus. Pourquoi pas confier ça à des petites mains derrière? C'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que pour apprendre, c'est une bonne, très très bonne manière de faire. Il faut rester concentré, il faut faire des tests d'itération, de non-régression et ainsi de suite. Il faut dialoguer effectivement avec les utilisateurs derrière. Parfois, il faut accompagner les utilisateurs à faire les tests. Donc, il faut les faire verbaliser. Mais comment tu faisais auparavant? Et c'est bien ça que tu voulais? Eh bien, oui, moi d'habitude, je fais comme ci, comme ça. Ah, on l'a pas prévu. Et hop, ça remonte d'un cran et après, ça redescend. Et ça dure des mois. Non, il faut réussir à rentrer sur ces projets-là. Soit en CDI, soit en freelance. Maintenant, je sais pas, c'est la temporalité. Il faut tomber au bon moment pour ça. Et puis ça dure pas 6 mois non plus. Hein. Non, mais on en revient toujours sur les mêmes choses. Vous avez aussi toujours vous regardez 50 km autour de chez vous, vous allez sur n'importe quel site d'offres où vous allez voir au moins, si vous ne voyez pas les offres de consultants, vous verrez les entreprises qui utilisent aussi SAP. Oui. Donc, ils ne cherchent pas que des consultants. Il peut y avoir des postes d'ordonnanceurs, d'approvisionneurs. Une fois que vous êtes dans l'entreprise, bah, vous écoutez. À un moment, ils vont peut-être se dire, bah, tiens, on a un projet qui doit se mettre en place. Vous êtes déjà dans l'entreprise. Vous dites, mais moi, ça m'intéresse. Je peux participer en tant que key user. C'est des petites choses comme ça. C'est qu'une fois que vous êtes dans l'entreprise, ça sera toujours plus facile que si vous êtes de l'extérieur. Et le Graal, ce n'est pas nécessairement de commencer consultant SAP. Moi, je n'ai pas été consultant SAP au départ. Donc, j'ai fait des études en économie à la faculté et j'ai commencé en intérim. Je me suis formé pendant 2 ans à l'intérim. C'était très bien. Alors, il y a une bonne partie des consultants provinciaux qui, quand on reçoit leur CV, ont commencé en interne. Ils avaient un poste métier au départ. Après, ils ont été user par hasard, enfin, user sûr. Qui user, bon, bah, ça aurait tombé dessus, ils ont dit, bah, ça m'intéresse. Ou autre, un plateau projet, ah bah tiens, je suis détaché dessus, je me retrouve pseudo BPO sans le savoir dessus, ou AMOA. Et puis après, côté DSI, ah bah celui-ci, tu vas prendre le paramétrage, allez hop, viens nous voir. Tu changes de bureau, tu regardes comment le paramétreur ils font pour ça. Ah, mais c'est super intéressant. En plus, ils connaissent les métiers en interne, donc ils savent les contraintes des uns et des autres. Et la personne, bon an, mal an, en 2-3 ans, elle est montée en compétence, elle est devenue consultant SAP interne, business analyst, ou référent quelque chose, ou responsable d'application, peu importe le titre qu'on lui donne, et elle est autonome. Alors, elle est autonome sur son périmètre, sur son environnement de travail, mais c'est déjà ça. Après, ça fait des très bons POI, voilà, pour ça. Soit, effectivement, ça permet de se faire débaucher et d'aller chez le concurrent qui est en face, enfin, pas le concurrent, une société utilisatrice qui est en face, et certaines entreprises, certains cabinets conseils sont pas insensibles à ça, notamment sur ceux qui ont fait du CO en environnement industriel, PC et PA. Alors ceux-là, franchement, ils leur payent une formation, une certification la plus chère possible, ils la payent direct. L'ancien contrôleur de gestion qui a été user SAP, même les ESN, elles les prennent et les font monter en compétence en 3 mois dessus sur le paramétrage, c'est pas un problème. Et elles les vendent très très cher. Ouais. Bah, ça permet de rebondir sur la réponse plutôt la question de Savoy. On l'a déjà évoqué. Alors oui, si tu as une expérience métier, tu as dit par exemple contrôleur de gestion, compta four, compta client, avec des problématiques métiers, et que tu es capable en quelques mois, alors 3-6 mois, de faire la bascule sur SAP, oui, là, il y a des super opportunités. Ouais. Encore une fois, les 3-6 mois, ça va être intensif parce que tu pars de zéro sur SAP. Mais si tu as une grosse expérience dans le contrôle de gestion, sur le calcul des coûts, et ça, c'est fondamental dans une entreprise qui utilise de la prod, ça, n'importe quelle personne, moi, je ne suis pas contrôleur de gestion, de te dire, bah, moi, si ça ne sert à rien, je n'irai jamais sur le contrôle de gestion. Alors, si je sais faire un calcul de coût de revient dans SAP, je sais faire des choses,
mais je ne suis pas contrôleur de gestion à la base. Je ne m'improviserai pas consultant, c'est pour ça que je suis consultant logistique avec appétence sur la finance, mais je ne serai pas en mesure de comprendre toute la problématique compta, finance. C'est un vrai métier. Donc, c'est pour ça qu'on parle de métier. C'est peut-être plus facile de dire, la logistique, c'est moins réglementaire. Je ne dis pas qu'un logisticien, il n'a pas besoin d'avoir passé dans un entrepôt pour être consultant SAP, mais on n'en est pas loin. Donc, tu seras nécessairement junior du point de vue de consultant. Ouais. Et nous, on a des cas de personnes qui sont responsables de contrôle de gestion, qui ont fait un projet SAP S/4HANA en interne, parce qu'ils étaient là à ce moment-là ou autre, qui sortent de leur boîte, qui se disent, bon, voilà, le projet est terminé, ça m'a plu, j'ai appris plein de trucs dessus ou autre. On envoie leur dossier à 100 000 euros, ça passe. Et c'est vrai, hein, et ça c'est intéressant, parce que alors, déjà, au départ, ils sont plutôt bien payés dans leur boîte, surtout là où il y a la production répétitive, ou automotive, ou industrielle derrière, ou chimie aussi, c'est un sujet. Et c'est pas qu'ils se reconvertissent, c'est qu'ils savent faire, en fait, pour ça. Et comme je rappelle à notre introduction, ils sont hyper crédibles face aux interlocuteurs, soit aux intégrateurs, soit aux métiers qu'ils ont en face. Le DG, ils peuvent pas le bullshiter, et le DG, le contrôle de gestion, le prix d'une pièce ou de la marge qui est derrière, c'est sa préoccupation derrière. Alors effectivement, s'il a tout en un, lui, payer un TGM élevé ou des rémunérations élevées, il ne se pose pas de questions là-dessus. Alors après, il faut un bon background derrière. Il faut 4-5 ans ou plus, enfin peut-être une dizaine pour pouvoir prétendre à ces types de rémunération ou autre, mais que la personne se pivote en freelance ou en CDI, elle trouve. Et elle trouve, là actuellement, on a des cabinets conseils qui veulent muscler leur BU-CO en industrie ou autre dessus. On a du mal à trouver, et on n'est pas contraint côté rémunération, parce qu'en fait, ils ont les projets. Non, mais c'est pour ça, je vois de plus en plus de personnes qui me sollicitent, et les meilleurs que j'ai pu côtoyer sur la partie finance, c'est des gens qui avaient moins 10 ans ou 15 ans en entreprise. Oui. Et à un moment, alors certes, certains, ils utilisaient déjà SAP, parce que souvent, ils ne sont pas sur un système finance, et souvent, ils étaient issus, et ils connaissaient un certain nombre de choses. Donc, ils avaient déjà le bon vernis, la grosse expérience. Après, passer sur SAP, c'était facile pour eux, quoi. En 3-6 mois, et après, c'est des personnes sur la finance, c'est pas pour rien qu'ils sont… Voilà, tu as dit, les 100K, ils sont faciles. Oui, ils sont atteints. Ils sont atteints, et là-dessus, il y a un marché. Alors, la barre est haute, ça c'est sûr. Après, il y a contrôle de gestion et contrôle de gestion. Contrôle de gestion sur les offres, sur les produits, sur du service, il y a moins la cote dessus, parce que ça se processise plutôt facilement. Contrôle de gestion d'environnement industriel, là, il y a un truc. Il y a un truc parce qu'aujourd'hui, il y a des fusions et des acquisitions. Des Big Four en ont besoin, parce qu'effectivement, il y a des M&A qui sont en cours. Il faut faire des études, des audits de SI auparavant. Ils interviennent, ils savent effectivement auditer les systèmes et à la fois les processus métiers derrière, savoir s'ils sont bancals, d'équerre, si on décommissionne SAP, parce qu'on veut revendre à marier au passage, derrière, ils interviennent. Oui, là, il y a des beaux cabinets conseils qui sont spécialisés là-dessus, mais il y a des cabinets de conseil et intégrateurs SAP qui le font aussi, et qui se positionnent dessus. Alors souvent, ils ont un ou deux experts dans leur société, mais un troisième, ils disent pas non. Ouais. Non, mais je dis, après, il y a les trois gros. Alors, tu as la finance, tu as le controlling, et tu as aussi beaucoup, là, je vois beaucoup par rapport récemment aussi, toute la partie project system ou portfolio management. Ouais. Là, donc dans l'armement, ils utilisent ça, les Naval Group utilisent ça, Technicatom utilise ça. Voilà, tous les gros utilisent le module PS. Ouais. Ou son équivalent, de toute façon, ça va être dans le PPM. Et aujourd'hui, pareil, on a aussi un déficit de vrais spécialistes. Et pas dire juste, je connais une application, mais c'est pas juste ça. C'est tout ce qui va être les coûts, faire des simulations, et d'avoir un trend général sur l'utilisation à bon escient, parce que c'est la même chose. Quand on fait une démo, on va dire, OK, ça, on va dire presque c'est la partie logistique du projet. Maintenant, moi, je veux voir les implications derrière, de savoir si ça va être rentable ou pas, du point de vue vraiment métier. C'est ça, et les COPS, notamment tout ce qui est gestion à l'affaire, il y a des sociétés qui l'ont intégré ces derniers temps, des bureaux d'études, ou d'autres sociétés qui sont confrontées à des réalisations avec une temporalité derrière et une facturation qui est dedans. Donc là, il n'y a plus de SD. C'est FICOPS, le reste, ça n'existe plus, tout tourne dedans.
Il y a quelques freelances qui effectivement ont le marché pour eux aujourd'hui. Les autres, effectivement, on cherche en interne. Vous tapez COPS sur Google ou autre, et vous verrez fleurir ouais, une bonne dizaine d'entreprises qui recherchent tout le temps. Maintenant, si on l'a pas fait auparavant, les clients, ça les rassure pas, hein, parce que c'est pas si simple que ça, hein. C'est une manière de voir. En face, ce sont des Non, ingénieurs, ces ingénieurs posons tout de d'affaires. suite la question. Est-ce que vous avez déjà fait des projets à l'affaire? Voilà, avoir des ingénieurs d'affaires en face qui pensent pas pareil, parce que c'est pas un devis, on signe et puis après on passe une commande et c'est délivré derrière. Tout se modélise à l'intérieur de ça et ils calculent leurs coûts, leurs marges derrière. Il y a des engagements contractuels, ça déclenche des workflows qui sont derrière. Il y a le COPS ancienne génération qu'on trouve chez Bouygues Construction, FH, voilà, ou autres, qui sont là-dessus. Mais ça, c'est effectivement cette partie bâtimentaire. C'est une entité sociale, juridique. On monte un immeuble, le PS est dedans. On a livré l'immeuble, on ferme tout. Et on passe au suivant. Et comme ça, il peut y avoir 200 PS qui sont je dirais, saucissonnés dans l'entreprise. Et puis, il y a la nouvelle génération de COPS qui, elle, semble être plus touchy à manipuler. Et il y en a plus d'un qui rate les entretiens parce qu'effectivement, ils ne maîtrisent pas suffisamment pour ça. Ça, j'ai l'impression que je ne pense pas que ce soit l'éditeur qui l'ait poussé là-dessus, je pense que c'est le marché qui en avait besoin. Mais je pense de toute façon, oui, tu auras toujours des gens qui vont te dire oui, sur PS avec Easy Cost Planning, c'était des outils qui étaient très bien, hein, qui permettent de gérer tes caractéristiques et de descendre tes coûts. Tu parles de Bouygues, je connais très bien parce qu'on est aussi dessus. Donc, tu vois, et c'est pareil, tu as très peu de personnes qui connaissent vraiment sur le bout des doigts. Tu as certaines spécificités comme GTS, tout ça. Et donc, ça veut dire que voilà, vous avez, pour des personnes qui ont envie d'avoir une vraie spécialisation, ils peuvent être, je dis tout le temps, hein, vous pouvez très bien être généraliste avec une spécialisation. Un cardiologue, il a été avant tout un médecin, il est capable de faire de la médecine générale. Hein. Mmh. Non, et puis COPS, c'est chantier à l'affaire, on va dire ça comme ça, ou au-dessus. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est le cœur de business de la société. Donc, que ce soit la construction ou du service ou du bureau d'études ou autre, à chaque fois qu'il y aura un chantier, il y aura un PS qui va être allumé quelque part sur les écrans. Tu l'as dit, mais le point important là-dessus, hein, c'est ne vous limitez pas au marché français, parce que là, c'est mort. Parce que là, vous allez nécessairement tomber sur les grands groupes. Donc, du Bouygues Construction, du Safran, toutes ces entreprises-là, c'est te dire, ah bah tiens, il faut faire le déploiement sur le site, je ne sais pas, à Dallas. Là, bah, tu ne vas pas le faire à distance. Tu dis, bah non, il faudra que tu ailles à Dallas. On connaît Vinci Énergie a fait globe-trotter pendant des années des consultants partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou autre. Ils partaient 1 an et après ils revenaient. Ce sont des super expériences. Nous, on a récupéré plein de ces consultants ou de ces chefs de projet qui avaient des responsabilités très très tôt, qui au bout de 3 ans pouvaient piloter 10 Accenture en direct en Nouvelle-Zélande pour sortir une centrale à gaz quelque part. Mais par contre, ils ont globe-trotté, ils ne sont pas revenus hein, pendant l'année ou peut-être juste pour aller voir leur famille. Mais ça, il y en a. C'est plus facile aussi de dire quand tu débutes, faites-le maintenant, parce qu'une fois que vous avez alors vos enfants, après, il faut juste peut-être attendre qu'ils soient grands, mais donc il faut attendre 16 ans, 17 ans, ouais. Ou que vous ayez une compagne qui dit mais vas-y, fais ton projet à l'étranger, pas de souci, vas-y. Parce que vous ne serez pas rentré tous les week-ends, hein, donc il ne faut pas se leurrer, peut-être tous les 3 mois. Mais après, oui, ça booste votre carrière, et même pour vous, c'est-à-dire que vous apprenez 10 fois plus vite que si vous étiez en train de faire je sais pas, de la TMA sur une entreprise qui a déjà du PS. Vous ne verrez que 1% des possibilités de l'outil. Donc, sur les 18 000 consultants, je sais qu'il va y avoir un goulot qui va se restreindre. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de freelance. Oui. Et je pense qu'il va y avoir un gros écart entre les ESN qui vont peut-être perdre leur expertise parce que de plus en plus, ces gens se disent bah, j'ai envie vraiment d'avoir c'est plus toi qui dois avoir ce ressenti-là de consultants expérimentés qui se disent bah, autant être freelance parce que de toute façon, hormis d'avoir dans un ESN, dans ce cas-là, il faut qu'elle te paye très bien, qu'elle te donne un cadre où tu fais des projets, où tu as une courbe toujours d'apprentissage qui est importante. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les ESN. Hein. Non. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les clients finaux ont besoin de freelance de leur côté le temps du projet. Et ça dure 12 mois, 24 mois parfois. Ils ne peuvent pas se payer ça en CDI parce que c'est trop long le processus. On a des freelances qui sont censés faire l'intérim. Et faire l'intérim, ça fait 1 an qu'ils font l'intérim dessus. Parce qu'on ne trouve pas en CDI, le mandat, il est chez nous. On n'arrive pas il y a des localisations qui sont compliquées. Parfois, il y a des roll-outs qui sont à faire. C'est 40% du temps de travail à l'étranger.
Donc certains ne sont pas compatibles. Alors oui, quand on est freelance et qu'on demande 1 000 euros par jour, oui, bah là, on ne se pose pas la question. Si moi, on me demande, Alexandre, je veux 1 000 euros et je ne bouge pas de chez moi, ça ne marche pas. Sauf super expertise, voilà, hyper rare dessus. Mais non, 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 en général, il y a une contrainte de mobilité qui est forte. Et de disponibilité aussi. Parce qu'on dit, le freelance français et le freelance canadien, c'est pas le même, hein, ou le québécois, hein, c'est pas à l'heure en France. Hein. Les journées peuvent être longues, hein, c'est peut-être parfois 10-12 heures qu'il faut délivrer, et le TGM, il change pas. Alors, on va me dire, oui, mais la réalité, c'est ça. Il y a la pratique, le contrat, qui est là. Mais comme un salarié cadre, hein, en France, on est au forfait cadre, hein, et effectivement, on a reçu effectivement des freelances qui viennent du Canada ou autres qui me disent, mais moi, je suis payé à l'heure. Bah, je dis, bah, là, ça va être difficile, hein, parce que notre client ne va pas faire des timesheets à l'heure. Il est arrivé à 9 heures, parfois ça va finir à 20 heures parce que le DAF, bah, il a fini sa journée et il va commencer sa deuxième journée avec vous. Il sera disponible à ce moment-là. Donc vous serez un peu en attente le matin, quoi, à bricoler ou à lire de la documentation, mais ça sera à 19 heures qu'il va pouvoir le choper. Et pendant 1 heure, votre valeur ajoutée, elle va durer 1 heure et vous aurez coûté 1 000 euros. Mais ça fait partie, effectivement, tu le connais, hein, je dirais, des différents projets et chantiers. Oui, il y a une mutation qui est en cours. Je ne recommande pas le freelancing plus que ça. Les postes en CDI, il y en a aussi. Le freelancing, c'est un peu comme le projet cloud, c'est casse-gueule aussi. Il faut savoir gérer sa trésorerie, il faut être dépendant des brokers, des référencements qu'il y a dessus. Il y a un peu de friction sur la ligne à ce niveau-là. Il y a les ESN qui aimeraient bien récupérer ce marché aussi, hein, effectivement, avec des filiales ou autres dessus. Les boîtes de portage aimeraient bien aussi récupérer ce marché. Donc il attire de l'appétit pour ça. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on se retrouve dans un marché qui, maintenant, comme beaucoup, on a une offre qui est quand même assez pléthorique, de dire, voilà, tu as le portage, tu as le freelance, tu as les ESN. Mmh. Les ESN aussi vont faire aussi en sorte de coucouner en fait leur expert, hein, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que cette expertise s'en aille, hein, parce que c'est comme tout. Je pense aussi que les ESN se disent, alors comme KPC, hein, c'est de se dire, sur un expert, est-ce que je vais avoir une rentabilité? Peut-être que la question ne se pose pas de cette rentabilité-là, parce que c'est de se dire, je la vois ailleurs, cette rentabilité-là, hein, même si après, on peut être surstaffé. Ça peut être aussi après un problème, parce que les experts, souvent, ils vont dire, tu fais les avant-ventes, tu fais les projets, tu vas aider les consultants juniors, tu vas dépanner les consultants. Alors après, c'est super intéressant, mais on ne voit pas les journées passer. Ce qui serait peut-être un peu différent si j'étais freelance. Moi, j'aime bien faire des fois dépanner sur de la TMA, faire un projet, me déplacer sur un client à Aix, voilà, et faire un projet à l'étranger. Ça, c'est ce que m'offre aujourd'hui le fait d'être en ESN. Je m'y plais bien. Hein. Alors moi, je n'ai jamais tenté le freelance. Je pense que soit on le sent, soit on ne le sent pas. Il peut y avoir une dégradation des compétences quand on est freelance, parce qu'on a pris une mission qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais il faut bien facturer quelque chose et avoir la rémunération chaque mois. Mais ça peut, et ce risque-là, il est plus important qu'on ne le pense. On a, nous, des freelances qui sont surcompétents par rapport à ce qu'ils font. Mais clairement, franchement, qui ont un panel de compétences et d'expériences ou autres, mais voilà, il faut prendre quelque chose. Derrière, ça tombe bien, c'était pas trop loin, il y a un peu de télétravail, le TGM est plutôt sympa ou autre, mais franchement, c'est des Ferrari alors effectivement, un Duster ferait l'affaire. Hein. Ouais. Alors le client est content, parce qu'effectivement, il a ça en plus. Souvent, ça foisonne en interne, on lui file d'autres choses à faire ou autres pour ça. Mais il y a l'adéquation entre l'offre et la demande. Et ça, cette temporalité, on ne la maîtrise pas. Alors qu'effectivement, dans le monde du conseil, on peut être repositionné soit en doublure, soit en avant, soit en shadow sur les projets. Il y a toujours quelque chose comme ça. Ça, c'est la force du cabinet conseil qui, en fonction que si elle a un pôle avant-vente, un pôle run et puis un pôle TMA, projet et un pôle TMA derrière, peut faire circuler et avoir toujours quelque chose à faire. Oui. Et d'ailleurs, là, avec ces 3 possibilités, on monte plus rapidement en compétences qu'en freelance. Et je reviens sur les freelances. La montée en compétences, elle est quasiment nulle. Vous serez embauché pour ce que vous savez faire. On ne va pas vous dire « Ah bah tiens, on te donne ta chance, tu n'as jamais fait ça. » On te forme un nouvel outil et en plus, on va te payer pour ça. Oui. Non, là, il n'y a pas. Nous, on n'a jamais trouvé ça jusqu'à présent. Les personnes, elles ont les compétences à ISO demande pour ça. Et si c'est plus, tant mieux. Si c'est plus, elles passent devant les autres. Et si elles ne sont pas trop chères ou autres, il y a aussi ce ratio-là ou autre. Il y a de la compétition entre les freelances. Hein.
Donc, le moins 10 ans, ça, quand on a une ESN en face, oui. Alors, nous, on n'a pas de ESN, effectivement, pour là-dessus. C'est que des clients FIO. Freenon, on n'est pas embêté. À chaque fois qu'on a du ESN, on sait pas qu'on s'est fâché, mais effectivement, c'est qu'on n'est pas un cabinet low cost. Effectivement. Et donc, il y a toujours friction sur le TGM et leur marge. Il y a ça aussi, parce que ces ESN, elles drivent beaucoup de freelance. Les grands comptes sur certains projets ont des capacités effectivement d'achat qui sont importants, mais elles le font payer. Et parfois, elles le font payer pas au départ à l'entrée. C'est au renouvellement du contrat, elles peuvent dire ah bah, c'est moins 50 euros, c'est moins 100 euros, même jusqu'à moins 200 euros sur certains comptes ou autres, quand il y a des changements de l'intégrateur A à l'intégrateur B, qui avait récupéré le pôle de freelance qui était là, ils sont tous trop chers, et hop, je fais une charrette de freelance, c'est légal, hein, il y a un truc, vous acceptez moins 100 euros, vous partez. Et donc, c'est aussi, et ça, une fois que c'est au renouvellement, donc de toute manière, c'est contractuel, ça ne se renégocie pas, et le rapport de force, il est du côté intégrateur ESN pour ça. Donc, c'est aussi être pris dans ce mécanisme, enfin, je dirais, d'organisation de système actuel qui est beaucoup plus sécurisant quand on est dans le monde du conseil chez KPC ou d'autres pour ça. Et puis, c'est aussi une garantie d'avoir un revenu tous les mois. Parce que nous, ce qu'on confronte aussi, c'est qu'il y a la gestion de la trésorerie des freelances, les primo-freelances, qui pour la majorité prennent des boîtes de portage salarial, qui leur avancent. Les autres, effectivement, qui ont 1 an, 2 ans, et là, effectivement, qui ont parfois des soucis, effectivement, avec l'URSSAF, avec le fisc, parce qu'effectivement, il y a un mécanisme de dividendes, de rémunération, de flux de trésorerie ou autre, entre le moment où ça arrive. Non, non, c'est pas du tout repos, hein. Ça paye plus à la fin, mais on dort moins. Ouais. Ouais. Moi, en fait, on dort moins bien. C'est l'intérim qui m'a permis de dire je veux pas être freelance. Pourquoi? Certes, j'enchaînais les missions. Sauf que je me disais, mais je fais toujours la même chose. Les boîtes d'intérim, ils disaient, mais Mickaël, c'est bon, tu maîtrises toute cette partie-là, donc on peut te positionner. Donc c'est facile parce que l'entreprise, elle a juste besoin que tu fasses, j'étais approvisionneur, assistant achat et ordonnanceur. Tout le monde était sécurisé parce qu'il disait, bah, j'ai pas besoin que tu fasses plus, j'ai juste besoin que tu fasses ça. Moi, en attendant, bah, je faisais d'autres choses à côté. Bon, ça se voyait, ils disaient, mais attends, pourquoi tu fais l'après-midi, tu fais du SAP sur autre chose? Bah, je dis, parce que j'ai fait mon taf en 4 heures et en gros, je m'emmerde. Donc, et donc, je me dis, si demain j'étais freelance, pendant ces 4 heures, je perds de l'argent. Là, en intérim, c'était différent. Que je fasse 4 heures à bosser ou que je faisais 8 heures, j'étais quand même payé. Demain, si j'étais en freelance, ça m'étonne qu'il y ait des clients qui te disent, bon, bah ça, je sais que ça va prendre 8 heures, tu vas le faire en 4. Tant mieux pour vous. Mais je pense, encore une fois, c'est dans un métier où on doit évoluer. Tant mieux si vous avez une rente, et parce que vous vous asseyez sur cette rente-là pendant 20 ans. Mais intellectuellement, est-ce que ça va être quelque chose d'intéressant? Faut toujours. Et moi, chez KPC, je suis arrivé au départ, on m'a demandé de faire de la finance. J'aurais pu dire, bah non, moi, la finance, j'ai pas envie d'en faire. J'en ai fait. J'ai appris énormément sur la finance. Ça a étoffé mes compétences sur le domaine. Et c'est ça qui est important. Quand vous choisissez une ESN, moi, on m'a pas menti. On m'a dit, bah oui, on a des projets, mais on a aussi surtout de la finance. C'est aussi important aussi de savoir où vous mettez les pieds par rapport à ce que vous voulez apprendre. Il n'y a pas de mal à se dire, vous avez un gros profil MM, demain on vous dit, bah tiens, tu vas faire du SD. N'y voyez pas ça comme quelque chose, bah tiens, on va pas exploiter mes compétences. Non, vous allez en acquérir d'autres. Et pareil, hein, KPC, on fait surtout à 90% du projet. On fait aussi de la TMA, on fait de la formation. Donc, tu l'as dit, c'est des choses où tu peux passer dans une même semaine, tu peux faire. Alors, on ne propose pas à tout le monde de basculer, de se dire tu fais 2 jours sur de la TMA, tu fais 3 jours sur du projet. Après, il faut quand même aussi avoir intellectuellement la capacité de switcher sur 2-3 comptes, mais c'est super aussi intéressant. Chose que vous n'aurez peut-être pas nécessairement en freelance, se dire dans une semaine, est-ce que vous êtes capable de faire 5 clients différents? Non, non. Et puis freelance, c'est plus 30% de rémunération nette à condition qu'on ait facturé 200 jours. Et ça, c'est pas garanti pour ça. Alors que salarié chez toi ou ailleurs, c'est 208 ou 212, je sais plus combien, 208 jours à faire, RTT. Je travaille toujours plus. Voilà. Et comme les Japonais, je prends que 15 jours de vacances dans l'an. Bon, ce que propose la convention Syntec, et si les enfants sont malades, c'est pas un problème. Voilà, il y a une prévoyance qui est plus favorable qu'il faut se la payer en freelance. Elle n'est pas donnée, hein. C'est 2 à 400 euros en fonction de la structure familiale et de l'âge et l'état de santé aussi, pour avoir l'équivalent de la même dans un cabinet conseil qui, elle, a des contrats cadres, et puis en plus qui a un accord Syntec et qui fait que Malakoff et Manis et autres, effectivement, sont plutôt favorables par rapport à ça. On mettra ton lien, parce que je pense que c'était pas mal ton post, tu sais, que vous t'avez marqué. Parce que je pense que beaucoup se lancent dans le freelance et ne pensent pas à toutes ces petites choses-là. L'assurance, l'avocat, la mutuelle.
La Ouais. prévoyance. Ah, mais avoir l'équivalent d'une prévoyance. Moi, j'en ai une, effectivement, parce qu'effectivement, en tant que statut de gérant, je dois me couvrir pour ma famille ou autre. Elle coûte 300 € par mois. Et j'ai des enfants, je peux pas me je peux pas je ne peux pas me permettre qu'il m'arrive une tuile derrière. Et en plus, alors, je l'ai dit, je l'ai cité, elle est chez AJP, une filiale d'AXA, et c'est pas la plus chère du marché, c'est plutôt favorable. Pour ça, la mutuelle, c'est pareil. Tout ça, ça coûte de l'argent par rapport à ça. Les freelances qui ont 40, 50 ans ou autres, on a des crédits immobiliers sur le dos, on a des enfants, il y a des études qui sont derrière, ou il nous arrive une tuile, on peut pas se permettre, effectivement, on a des rémunérations qui sont élevées. On ne peut pas rester à la maison avec 1000 balles de la Sécu pour ça. Ça se paye, et ça se paye tous les mois. Et en plus, ça augmente chaque année pour ça. Et en plus, c'est proportionnel à l'âge. Donc, il n'y a rien qui va dans l'histoire. Mais ça, il faut le prendre en compte. Oui, l'expert comptable, ça coûte de l'argent, mais il faut en avoir un. La structure juridique aussi, la relation avec les URSSAF, avec le fisc aussi, enfin les impôts aussi Mhm. ou autres, ça bouffe du temps. C'est pas gagné d'avance. Quand on est à son compte, on paye, comment expliquer, des charges sur l'année N-1. Donc, il faut que l'année qui arrive derrière soit au moins équivalente ou plus que ça. Et après, ça augmente derrière. C'est pas lissé dans le temps, c'est pas garanti. Certains prennent boîte de portage. Bon, alors le plus et le moins, il y a pas de risque. Il y a un peu plus de rémunération, ça c'est sûr. On peut toujours être au chômage si besoin. Il y a des plus et des moins, mais c'est pas si simple que ça. C'est Non. un Eldorado que tout le monde vend, te dire voilà, tu vas être freelance, tu vas être riche. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de bourrer le mou aux gens et de se dire que non, je pense que c'est comme tout, dans tous les métiers, des fois, vous avez des avocats qui sont au SMIC. Mm. Ouais, ils le savent. Bah, eux, effectivement, eux, mais le yo-yo, si, moi je dis, si les personnes sont prêtes à accepter des yo-yo de rémunération, pourquoi pas? Ceux qui se disent, je lance à mon compte sans filet ou autre, il faut 20 000 euros, 20 000 euros de cash sur son compte au cas où, pour ça, sur un livret A ou sur un truc enfin, bloqué ou autre. À un moment ou à un autre, ils seront utilisés, c'est sûr. Moi, avec mon Claré, effectivement, on fait ce métier depuis 2008, en tant que gérant de cabinet avec des salariés ou pas, ou autre là-dessus. Il peut y avoir des variations où pendant 3 mois, il n'y a pas de rémunération, puis beaucoup là, pendant 3 mois plus tard. Il faut pouvoir l'encaisser. Ça fait partie, c'est intégré aux freelances. Ils le savent tous pour ça. Ceux qui effectivement ont 5, 10, 15 ans d'expérience et qui savent gérer ça. Il y a des trucs qui poussent. Alors, il y a des influenceurs sur LinkedIn, ou sur YouTube ou autre en disant, bah oui, vous mettez avec une SASU uniquement aux dividendes ou autre pour ça, et vous aurez une rémunération chargée qu'à 20%, ça sera le jackpot. Oui, imaginons, on facture 180 000 euros, on en récupère 120 ou même 140 avec ce système-là. Même moi, je ne les ai pas ou autre pour ça. Oui, aujourd'hui, c'est possible. Le fisc, ils attendent que ça, que de redresser tout le monde à la facturation électronique au mois de septembre. Parce que tout va être réconcilié derrière, ils vont tout voir. Tout va se réconcilier. La facturation électronique, les consultants SAP sont en train de le faire. Nous, on y est confrontés aussi au bureau, enfin, à la société ou autre dessus. C'est redoutable. Donc, les freelances qui seront facturation électronique, il faudra une ligne, une IA à la DGCCRF, un écart de plus que 4-5% ou au derrière, warning, redressement derrière sur l'année en cours et 3 ans, en arrière. C'est des redressements de 100 000 euros. Si vous voulez savoir, sur des chiffres d'affaires de 150 x 4, pénalité 40%, voilà, et ainsi de suite. Donc certains se sont lancés là-dedans, ils le savent, qu'ils sont en dehors des radars. Et les histoires, j'ai déjà raconté, ou autres, ceux qui effectivement passent par des fiduciaires qui sont en Angleterre ou au Luxembourg, des boîtes de portage, du portage administratif. On a tout découvert effectivement avec ce marché de freelance. Non, il ne faut pas y aller pour ça, c'est trop risqué. Le fisc français, l'URSSAF français a le temps, ils ont le temps pour eux. Nous, enfin vous, nous, on l'a pas. Ils ont 3 années sur lesquelles effectivement ils peuvent. Oui, tu feras nécessairement une erreur. C'est Oui. comme un crime. Tu laisseras une trace quelque part. Mm. Ils ont le temps, donc ils ont, t'inquiète pas, on reprendra les 3 années. Et je pense qu'après, si tu es pris dans les filets, ils vont pas te lâcher. Donc si c'est Non, pour. non, faut pas. Moi, j'incite pas à ça. C'est pareil, je dis passer par des brokers français, c'est pas parce que je suis plus chauvin enfin plus, je dirais patriote qu'un autre, pas du tout, plus que ça. Mais c'est du droit français. C'est la TVA qui circule en France. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'ils font avec. S'il y a des recours, des contentieux ou autres, eh ben vous irez batailler au tribunal de Paris ou en province pour ceux qui sont domiciliés là-dessus. Jamais vous irez au tribunal de Londres.
un avocat, c'est 700 livres de l'heure, 400 livres de l'heure. Rien que ça coûte plus cher que le contentieux qu'il y a derrière. Vous abandonnerez Oui, à tu tout le prix. paierais, Je tu vais passeras la encore, main. il y a effectivement, j'ai des confrères effectivement français qui ont des boîtes à Londres qui sont pas d'accord avec moi comme quoi ils sont faire. Probablement pour cela. Pour les grosses machines qui existent, c'est impossible de gagner un contentieux sur le droit anglais puisque c'est ce qui est écrit sur le papier qui prime sur le droit, sur la loi. C'est comme ça par rapport à la France. Donc tout ça, ce sont des zones de risque qui existent. Et puis franchement, pour gratter 15% ou 20% de rémunération en plus, ça en vaut pas la chandelle. Ouais. Non, mais c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier vecteur pour quelqu'un qui peut être junior, qui se dit de toute façon, si on ne m'offre pas d'opportunité en CDI, je me positionne en tant que freelance. Mais encore une fois, faites attention, ce n'est pas un choix anodin. Non, non, ça a des conséquences. Les conséquences qui est l'accès au crédit, la régularité des revenus, de ne pas pouvoir choisir ses missions, parce que quand on attend un mois, 2 mois, on se dit bah, je vais prendre quelque chose. Est-ce que discounter son TJM, c'est une question qu'on pose, ça permet d'accéder à plus de missions? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas en disant je vais baisser et puis bah, je vais avoir l'offre qui va en face. Les clients en général achètent au prix du marché. Ils font pas ils ne cherchent pas le moins 10 ans à tout prix parce que on sait que si on cherche à faire baisser vos taux, et ben, dans 3 mois, vous nous direz bah, j'ai trouvé mieux ailleurs. Ouais. J'ai gagné, voilà, ben, je partirai. Et Si la on personne te aura demande de raison. faire du rab, on te dira mais non, mais vu plus que tu me payes, non, moi tu me demandes à ce prix-là, je fais ce que tu me payes. Donc tu as pris un Formule 1, tu as les prestations du Formule 1. Exactement. Et ça, c'est perdre le freelance en cours de route qui trouvera 50 euros, 100 euros plus cher, enfin mieux ailleurs. Ils auront raison. Nous, le positionnement qu'on a pris avec Clarisse, effectivement, c'est d'acheter au marché avec une marge qui n'est pas une marge low cost ou haute dessus, d'avoir des clients qui sont sympas. Ça, c'est effectivement sympa, c'est péjoratif ou autre, mais avec lesquels on peut bosser et on peut s'entendre. Des clients finaux, la plupart, dans 99% du temps. Parfois, on nous colle un intermédiaire au passage, mais on n'a pas le choix, mais on a le client finaux en direct pour échanger. Et sur des projets, effectivement, à forte valeur ajoutée, au sens bah, vous pouvez vraiment faire du conseil. Alors, en contrepartie, oui, il faut aller sur les sites des projets. Le télétravail, dans le meilleur des cas, c'est 2 jours. La plupart du temps, c'est un. Mais il y a des vraies courbes d'apprentissage. Il y a des projets qui sont le CV, voilà, ou autre. Là, par exemple, on a un consultant WM qui va apprendre à faire du TM, euh, euh, qui est assez rare sur le marché. Et en plus, c'est sur un greenfield. Et je lui ai dit, fonce, va pas chipoter le TGM ou autre pour ça. Ce module-là, il est rare. Quand on nous le demande, on ne trouve jamais personne dessus. Quand il y a un acteur en province qui en a besoin, et ben, il l'achète cher, il l'achète au prix du marché. Donc, pas pour ce projet-là, mais pour le projet d'après, il m'a entendu, il va commencer lundi. Il va apprendre TM 24 heures sur 24 s'il faut. Oui. Après, c'est toute la difficulté sur ces modules-là, c'est-à-dire que tu vas n'en avoir que besoin ponctuellement. Oui. Moi, c'est moi qui fais la couverture du module TM chez KPC. Je ne vais pas prendre un expert TM pour te dire, alors dans l'année, elle est peut-être 10 tickets. Bon, après, voilà, traiter ces 10 tickets-là, bon, maintenant, voilà, bon, après, je peux dire que je connais quand même un module de plus. Voilà, donc, mais oui, ça n'a rien à voir avec l'ancien module de transport. Il est complètement fiorisé. Donc, et il est bourré de bugs. Désolé, SAP. Bon, après, ça donne du taf. Non, ça donne du taf et cette notion de logistique, du dernier kilomètre notamment, pour ça ou autre, il y a pas mal d'acteurs qui veulent s'affranchir des chargeurs et des transporteurs ou autres et qui veulent récupérer la marge du transporteur derrière et qui veulent l'activer. Donc il y a un marge. Tu le prends le module, c'est pour le calcul de cette partie-là qui est quand même nettement plus friendly avec la BRF+, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui te permet de sortir des coûts et d'avoir des tables que tu peux gérer sans passer par du code. Oui. Et la logistique, elle s'efficience, elle est de plus en plus efficace. On le voit avec Amazon, on le voit effectivement ou autre derrière. Et il y a des sociétés qui sont un peu vieillottes qui sont là-dessus, qui sous-traitaient ce sujet à d'autres prestataires ou autres. Et on le voit, ils se disent, mais finalement, on fait une migration vers S/4HANA, tiens, dans le paquet, il y a TM, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Pourquoi pas? Et là, les demandes commencent à arriver là-dessus. Alors, les meilleurs, effectivement, c'est les Pays-Bas, les Hollandais, effectivement, là-dessus, qui maîtrisent le truc, mais la seule chance qu'on a, c'est qu'ils ne viennent pas en France. Piquer des parts de marché là-dessus. Donc je pense que, comme tu dis, c'est pas énorme, mais c'est un peu comme COPS, c'est pas négligé.
Oui, mais c'est comme tout. Un consultant qui fait du SD, il peut se dire, tiens, je fais du SD et l'ETM. Ou voilà, un consultant qui est sur du WM, il peut faire WMTM, ça vient ensemble. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ces profils-là, du SD avec du TM ou du WM avec du TM. Et en Oui. plus, IWM est très, très imbriqué avec TM. Non, je confirme. Maintenant, il y a si pour pas terminer cela, mais la clé aujourd'hui, on la voit, c'est la curiosité. C'est d'aller discuter, de poser des questions, de dire quand on ne sait pas, mais en entretien comme pendant le poste ou autre là-dessus, en disant bah, j'ai jamais vu ce truc-là ou autre. Le monde SAP est pas fan du bullshit pour ça. Il n'y en a pas tant que ça. Des CV maquillés ou autres, on en a rencontré peu là-dessus, ou du moins on n'ose pas avec nous nous les envoyer, nous les présenter. Et il y a cette curiosité, elle est intéressante parce qu'elle rassure les clients sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment vous fonctionnez ou autre, et de dire, mais attendez, je n'ai pas la réponse tout de suite, je vais y réfléchir, et d'arriver plus tard, effectivement, voilà, j'ai soit appelé un ami, soit j'ai bossé dessus ou autre, voilà ce qu'on peut proposer. Et ce dialogue-là, il est important. Alors, ça demande pas mal de communication, c'est vrai, en français comme en anglais, et c'est d'être proactif, c'est-à-dire de ne pas attendre et de se dire, mais attendez, qu'on soit en ESN, hein, qu'on soit en freelance, mais je viens vous voir. Je viens vous voir, clairement, ou autre, frais compris, enfin, voilà, s'il faut prendre l'avion ou s'il faut, parce que le client interne, il n'est pas dans le pays ou autre là-dessus, mais moi, je passe 3 jours avec vous et le problème, on le résout, quoi, parce que sinon, dans un mois, il y a encore pour ça. Il y a une attente, il y a une vraie attente que les consultants viennent s'asseoir à côté, face à l'écran, en discutant ou faisant des réunions, en allant sur les sites de production ou autres. Donc, il y a un boulevard pour ceux qui, effectivement, ont cette possibilité de mobilité. Et les ESN et les clients finaux, enfin, on a des postes et des missions dans ce sens-là. Hein. En fait, le marché, il est là, en fait. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Nous aussi, chez KPC, là, typiquement, on va avoir un projet avec CCM, Condition Contract Management. Oui. Là, on a Allez. un partenaire qui nous a dit bah, on manque de ressources, est-ce que des gens de ton équipe sont dispo? Bah, même moi, je dis bah, je serai en backup, et mais j'y vais, moi. Bon, j'en ai fait un petit peu. Mais ça aussi, quand vous êtes dans une ESN, si on vous propose des opportunités comme ça, même si c'est très loin et qu'on vous dit on va vous former en plus, mais allez-y. Ouais. C'est ça, c'est là qu'on crante et qu'on gagne pas des parts de marché, mais des potentialités d'augmentation de la rémunération ou autre derrière. Alors, Alors, ton manager, il le saura. Il dit mais attends, sur l'année, tu as toutes les choses que je t'ai demandé de venir travailler pour Mimé, tu as dit oui. Il fallait faire un déploiement à Vierzon, tu as dit oui. Tu as été sur le site de Dallas pour faire la formation sur CCM. Là, la personne qui est en face de vous, elle n'a pas d'argument pour dire bah, je ne t'augmente pas. non, non. Non, ça paye en plus. Ça paye bien. L'histoire, ces déplacements, c'est d'y aller, de gagner la confiance. Et après, effectivement, les déplacements, ils s'espacent. Mais il faut gagner la confiance en allant sur place, en passant du temps. C'est du temps informel, c'est pas que du temps d'atelier ou autre derrière. C'est la compréhension de comment ça fonctionne dans cette entreprise. Chaque entreprise est unique. C'est comme nous avec les comptables fournisseurs, il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Et on a notre tableau Excel en disant bah, celui-ci, il faut l'appeler le 15 du mois. Celui-ci, il faut l'appeler un truc. Celui-ci, il faut pas l'appeler, ça le saoule. Celui-ci, il faut lui envoyer un email, il répond. Celui-ci, c'est une porte de prison. On sait que ça va pas être simple pour faire pour que la facture soit payée en temps et en heure ou autre là-dessus. À chaque fois, il y a des choses. Mais pour ça, ça prend du temps. Et une fois qu'on a gagné effectivement cette confiance, ça marche derrière. Et ceux qui voudraient se lancer sur ce marché, comme je dis, qui voudraient soit devenir consultant SAP, alors on répète, aller là où il y a des besoins, mais vraiment au prix où ça coûte. Et puis quand on est en interne et qu'on veut évoluer ou qu'on a le monde du conseil, il y a quelque chose qui se passe actuellement, notamment que ce soit cloud public ou private ou on-premise, c'est d'aller au-devant. Non pas d'aller au-devant des besoins, mais aller au-devant des personnes. Voilà, et de dire effectivement qu'on est disponible si besoin. Les clients sont prêts à payer pour ça. Ils ne chipotent pas TGM pour toutes ces personnes. Et je pense que c'est la même chose pour les intégrateurs. Il y a des batailles d'intégrateurs sur certains projets ou autres. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, en fait. Ouais. De toute façon, ce qui sera toujours rare, c'est la ressource qui est mobile, flexible et disponible. Voilà. Un bon artisan, comme je l'ai marqué dans un poste, il n'a pas besoin de faire de publicité. Et si vous êtes cet artisan dans une ESN, on pensera toujours à vous. Si vous êtes un freelance qui, en plus, avait la possibilité
d'être sur à la fois de la niche, mais en même temps sur des compétences qui sont extrêmement recherchées, il n'y aura jamais de souci. Mais déjà, quand vous êtes en ESN, c'est cette capacité-là, encore une fois, si vous êtes déjà mobile et vous faites tout le temps oui, votre courbe d'apprentissage et votre salaire, il n'y aura jamais de problème. Voilà, pas de problème. Et ça change pas, hein, ça change pas. Et je pense qu'avec l'IA, ça va l'accentuer. On sait que ce cerveau numérique qui effectivement est capable de faire des choses extraordinaires ou autres là-dessus, il va pas se déplacer. Il va pas venir à côté, il va pas écouter pour ça. Donc notre chance de salut, que ce soit recruteur, toi ou d'autres là-dessus, c'est d'être au plus proche des clients, les écouter, de comprendre ce qui se passe, qu'on utilise l'IA ou pas pour y répondre. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est plus un problème, il n'y a plus là-dessus, il faut juste le dire, effectivement, et pas envoyer les prompts, enfin les résultats des prompts de l'IA, ça se voit derrière, ça fait un peu chéro comme consultant. Il se passe quelque chose. Et ça peut se faire en région parisienne aussi, hein. Ça peut se faire à la Défense, ça peut se faire en banlieue. Mais il y a une attente qui est forte. Moi, je dirais pour ceux qui sont en interne, allez discuter avec les pré-sales, allez discuter avec les partenaires, enfin voilà, où il y a des réunions, des meetings ou autres là-dessus, et posez leurs questions, mais est-ce que je peux venir, est-ce que vous pouvez mettre dans vos valises là, pour aller sur tel projet ou autre. Moi, je suis partant. S'il faut que je fasse 2 journées en une, je le ferai. Mais allez voir comment ça se passe sur ces nouveaux comptes, parce que les managers sont particulièrement exposés actuellement, les directeurs aussi, ils font tampon là-dessus. Il y a aussi des besoins en directeur de projet, alors que ce n'était pas trop la cote l'année dernière. Là, il y en a pas mal qui, effectivement, qui sont là-dessus, à des rémunérations qui sont, je peux le citer, dans les 125, 130 000 euros là-dessus, en région parisienne, en province peut-être un peu moins. Après, quand on voit Ah, coupure. Alors, je pense que ce que voulait évoquer aussi Alexandre, c'est des postes qui sont soumis à une extrême pression. Donc, c'est vrai qu'un directeur de projet devra savoir gérer les subsides. Cette partie-là, hein, qui est pas négligeable à la fois les ressources et surtout la ligne budgétaire. Surtout quand on est sur des directeurs de projet, sur des multinationales, avec des forts enjeux pour livrer à date. C'est vrai que ce n'est pas alors pas forcément à la portée de tout le monde, mais aussi dans la capacité de chacun à prendre ce genre de métier. Moi, par exemple, je ne me vois pas directeur de projet. Je le trouve trop loin d'être auprès des équipes. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un général ou un lieutenant-colonel, ce que vous voulez, qui va aller au front avec les soldats, qui va après aussi être face aux clients, mais en même temps avec ses équipes. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain. C'est là où je sens les choses. Je ne me vois pas être uniquement… Alors, peut-être c'est caricatural sur le directeur de projet qui va être plus en retrait, peut-être plus avec le client et les consultants. Moi, j'essaye d'être sur les différentes couches. Hop, là, je fais re-rentrer Alexandre. ouais, plus de batterie, donc J'étais en train de meubler. ça me servira de leçon. Voilà, je suis en train de meubler que le directeur de projet était quand même soumis à une pression qui était quand même assez conséquente et que ce n'était pas forcément pour tous les profils et que des fois, même moi je disais, hein, dans mon cas de figure, moi je ne me vois pas directeur de projet, c'est trop éloigné de ce que je suis. Moi, j'ai besoin d'être auprès des clients, auprès des équipes et pas forcément être avec des jolis tableaux pour essayer de faire en sorte que le carré rentre dans le rond. Non, non, on a, nous, des missions de directeur de projet et de programme. On ne les confierait pas à n'importe qui parce que les clients, on voit dans quel état d'esprit ici ils ont. Il y a des codes à avoir. Il y a du politique, de la stratégie. Il y a des capacités, effectivement, à emmener des directions générales dans certaines directions, à prendre la foudre aussi, clairement. Et pas juste 300 volts, plutôt 30 000 et à épisodes réguliers, des capacités d'encadrer les intégrateurs, pas chose facile pour certains. Franchement, ça paye.
Je peux le dire, nous, on les achète 1300, 1400 euros pour certains. Les missions sont longues, hein, parfois c'est 1 an. Maintenant, il y en a. Il y en a, ce sont des belles expériences. Vous aviez vu effectivement Grégory Colombet, Colcombet, effectivement, que j'avais interviewé dessus. Il en fait partie. Des managers, des senior managers qui auront envie d'aller là-dessus, pourquoi pas, mais c'est comme passer freelance. Il y a des prérequis et diplomatiquement, il faut savoir avaler des couleuvres et maîtriser un certain langage derrière. Parce qu'il y a des millions qui sont en jeu. Ouais. Il faut pas froisser certains interlocuteurs qui ont les chéquiers derrière, Ça serait mon parce que, problème. parce que sinon j'allais dire des choses trappes, ils vont en avoir pour ça. Maintenant, ça plaît. Pareil, il y a des missions de DSI de transition qui existent, ou de direction de transition sur les centres de compétences. Ça dure le temps de trouver quelqu'un d'autre ou autre. Des sociétés qui sont en redressement, qui doivent pivoter aussi, qui vont être cédés. Donc effectivement, l'avenir, c'est l'horizon, c'est 18-24 mois maxi. Ce sont des positions qui sont intéressantes, mais qui demandent des qualités relationnelles qui sont particulières. Faut l'avoir déjà fait auparavant. Faut aimer ça. Pareil, l'écoute, l'empathie, la résistance psychique, la résistance, je dirais physique aussi. Elle est importante. Et puis, il faut une certaine forme de crédibilité. Il faut pas mal de projets derrière de bouteilles en se disant, bah voilà comment ça fonctionne. Nous, on a 2 positions effectivement de directeur de projet / programme dessus, là-dessus en Île-de-France. Pour le moment, on n'a pas trouvé parce que il faut quelques prérequis et même certains ont dit non, j'y vais pas. Je connais le contexte, je sais ce qu'il y a derrière ou autre. C'est pas pour moi. Voilà. Et ça aussi, j'ai envie de dire, c'est ceux à qui on propose des postes ou des missions ou autres, dire bah non, finalement, je le sens pas, c'est pas pour moi, c'est pas un problème, hein. C'est plutôt faire preuve effectivement de franchise et de se dire je vais pas dans ces contextes-là. Il y a des contextes industriels, il y a des contextes financiers, des contextes de typologie d'entreprise anglo-saxonne, un mix anglo-saxonne, américano-indienne. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qui sont pas simples, hein, et les aspects interculturels sont de plus en plus importants. On le voit. On a déjà accompagné des Indiens, effectivement, qui sont arrivés en France, et on se pose la question comment ça se passe, les réunions. Il me dit: «Oh, les brainstorming, c'est trop long, hein». Euh, mais il me fait, voilà. Mais la réponse, on a au bout de 2 minutes, ça dure 40 minutes avec les Français, quoi. Mais bon, il faut laisser parler, quoi. Mais à la fin, on connaît la réponse. Alors ça les fait rigoler, on en rigole pour ça. Mais il faut aimer ça aussi. Certains n'aiment pas ça du tout, hein. Ah ouais, Ça les bah, c'est pour ça les ça que je gonfle, hein, et ils sont pas compatibles avec ça. Alors on dit, bah tant pis, on va trouver une société américano-indienne où les brainstorming, ça sera un ordre. ouais, moi, c'est pour ça, je l'ai toujours dit, je ne me verrai jamais dans la poste de directeur de projet. J'ai un langage qui peut-être un peu trop direct, en mode américain, ou je vais pas dire citer Donald Trump qui est direct. Les réunions, je déteste ça. Enfin, je déteste la réunionnite aiguë qui ne sert à rien. On fait des réunions quand on n'arrive pas à régler le problème par mail. Donc, il faut que ça soit direct et que ça soit simple. 40 minutes, c'est trop long. Tu vois, en 20 minutes, tu dois tout déblayer. Mais après, encore une fois, c'est la culture française où la réunion est une justification. Plus, en gros, plus elle est longue, des fois, plus on va dire ah bah ça elle est super importante, elle a duré 3 heures. Bah non, c'est pas une opération chirurgicale qu'on fait, hein. Ouais. Et puis il faut écouter celui qui décide ou qui paye. Bah, voilà. Donc Voilà. non, c'est trop politique. Pour moi, un directeur de projet, on est trop dans la politique. Ouais. Ça, c'est intéressant effectivement qu'on puisse aborder ces différents sujets parce que ce sont différentes dimensions qui font partie parce que c'est tous une posture de consultant à la fin, après en fonction du titre que l'on peut avoir et des responsabilités et de la paye qui est associée. Il y a quand même un dénominateur commun, c'est la capacité de pouvoir écouter et conseiller par rapport à des connaissances que l'on peut avoir. Après, c'est pas simple. Il y a des choses qui se passent actuellement, des choses positives pour effectivement là-dessus. Les intégrateurs sont en train de pivoter, on le voit. Clairement, il y a des acteurs qui effectivement sont en train de réfléchir. L'intégration de l'IA, c'est un peu le cheval de Troie, mais même si l'efficience de l'IA n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, ça sert un peu à bousculer un petit peu là-dessus.
Et je pense que la barre est de plus en plus haute côté clients finaux, qui est imposée aux intégrateurs ou là-dessus, oui, leur courbe d'apprentissage est bien meilleure que ça a été ces dernières années pour ça. Et compte tenu de la pression financière, économique qu'il y a dessus, s'ils veulent arrêter des contrats avec des intégrateurs, peu importe la taille, hein, aujourd'hui, ils ne se posent pas de questions, hein. Ils sont prêts à payer pour payer des pénalités s'il faut ou autre là-dessus, mais il faut que ça délivre derrière. Alors oui, partenaire de SN, partenaire ou directeur de projet en SN ou autre là-dessus, c'est pas de tout repos. Maintenant, il y a des opportunités. Il y a, moi je répète, la relation client, des delivery managers, des pre-sales ou autres là-dessus, avoir 2-3 ans d'expérience dessus, c'est super. Franchement, ça permet de voir avant à la mêlée, avant que ça devienne tendu ou autre derrière, et de comprendre pourquoi quand on est manager sur un projet, on se retrouve avec des contrats qui ont été ficelés comme ça, quoi. Et que derrière, bah, on doit un peu se taire et pas dire du mal de son employeur ou autre, mais souvent ça a été pas très bien ficelé au départ pour ça. Donc aller voir en amont pourquoi c'est arrivé comme ça, c'est toujours intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, ça fait partie effectivement de la vie du monde du conseil qui est aussi intéressante qu'en interne. Alors, on pourra, je pense, en parler la prochaine fois. Je pense que là, si on remet une pièce dans le box, on est reparti pour une demi-heure. Je pense que voilà, tu l'as dit, il y a des opportunités. Après, il faut faire aussi selon ses envies aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pars du principe que je me dis oui à toutes les offres qu'on me fait, mais tout sauf, tu vois, j'ai juste une ligne rouge, c'est directeur de projet. Non pas que je ne pourrais pas le faire, mais c'est comme dire à un politique qui dise la vérité. C'est pas compatible. Je n'ai jamais vu un politique vous dire la vérité. Donc, moi, je ne peux pas faire. Ouais. Bon. Voilà pour la fin de l'échange. Merci à tous. Au mois prochain. Yes, et puis, je reprogramme tout ça. Et bah, on répond à toutes vos questions qui sont ouvertes dans le chat. Encore merci. Et on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Merci, à bientôt. À bientôt.